Madiala, bonjour. Bonjour. Deux grandes questions pour notre entretien d'aujourd'hui. D'abord, l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État depuis le 28 mars, compte tenu de cette pandémie qui secoue le monde, le coronavirus. Et puis nous parlerons du recensement général de la population et de l'habitation. Mais d'abord sur l'état d'urgence sanitaire, votre point de vue nous intéresse. Avait-il besoin de décréter un état d'urgence sanitaire? Oui, je pense que c'était une très bonne décision du président de la République, même si sur la forme, on aurait pu faire autrement. Mais compte tenu de la nécessité de l'urgence, nous n'avons pas insisté sur les procédures constitutionnelles qui respectaient ou pas, qui étaient respectées ou pas respectées. Et pour répondre à votre question, je pense que le président de la République, oui, je l'affirme, a eu la justesse de décréter cet état d'urgence sanitaire dans notre pays. Parce que nous sommes encore au bord d'une catastrophe humanitaire. Mais avant tout, je voudrais à la fois remercier, féliciter le personnel médical, le personnel soignant, tous ces sachants que nous voyons maintenant sur le petit écran qu'on ne connaissait pas. Il y a des noms maintenant qu'on voit. On ne parle que des hommes politiques, des députés, des ministres. Aujourd'hui, on parle des médecins, on parle du personnel soignant, de tous ceux qui ont la mission de sauver nos vies. Et nous ne les connaissons peut-être pas. Maintenant, je crois qu'ils feront partie de notre décor. Et donc, félicitations à eux pour le travail qu'ils avaient dans des conditions difficiles, il faut le dire. Des conditions difficiles au péril de leur vie. Parce que tout au début, ils n'étaient même pas protégés quand ils ont commencé à soigner ces premiers malades. Et la République reconnaissante devait ne pas oublier ce geste que ce personnel médical, le personnel soignant venait. Et je crois que c'est une preuve de patriotisme, d'humanité. Et nous sommes assurés que notre pays regorge de cas techniques sur le plan médical, de cas de très haut niveau. Et il suffit de leur trouver les moyens, de bons laboratoires, des bons appareils, des beaux plateaux techniques pour qu'ils rendent effectivement le meilleur d'eux-mêmes. Donc mon premier mot, c'est d'abord à cela. Le deuxième, c'est qu'on ne s'y méprenne pas. J'ai l'impression que les Congolais ne prennent pas encore la mesure réelle de l'état de la maladie. Et avec les statistiques qu'on nous donne, moi je suis ça tous les jours à 20h, le présentateur nous donne des statistiques. Apparemment, on dirait, mais l'épidémie est bien contenue. C'est des petits chiffres, ce n'est pas encore des hécatombes quand on regarde ce qui se passe ailleurs, notamment dans ces pays européens. On serait tenté de dire que pour nous, le Covid-19, c'est vraiment de l'invention. 2 cas, 2 morts, 5 morts. Par cas ailleurs, c'est des milliers. C'est des milliers de morts. Mais attention, à partir du moment où on n'a pas encore généralisé les tests, nous avons des malades potentiels. Nous avons une chaîne de contamination qui n'a pas encore été brisée. Ce qui sont contaminations locales, contaminations importées, tout ça, on n'a pas encore brisé la chaîne de contamination. Et c'est pour ça que les statistiques sont peut-être minorées par rapport à la réalité. Faisons très, très, très attention. Très attention. Et j'ai suivi que la prise en charge va être renforcée. Et le dépistage également. C'est lorsque nous aurons avancé dans ces domaines que nous pourrons avoir la mesure réelle de l'état épidémiologique dans notre pays. Pour le moment, il faut qu'on fasse très attention avec ces statistiques. De deux, vous l'avez dit, le président de la République a fait cette déclaration qui était à la fois martiale et pathétique, où il a présenté l'état sanitaire de notre pays, il fallait prendre des mesures, et immédiatement, il a décrété l'état d'urgence sanitaire. Nous étions les premiers, nous UPADES, l'opposition, nous étions les premiers à dire respectueusement, Monsieur le Président de la République, que la réussite du confinement notamment dépendait des mesures d'accompagnement qu'il fallait immédiatement prendre. Et quand nous l'avons dit, vous savez, on a été traité de démagogue, c'était un discours démagogique, et c'est le PST parti au pouvoir d'ailleurs, le premier, qui nous a asséné
C'est pour que l'UPADES, c'est un parti irresponsable, démagogique, parce que nous demandions quoi? La gratuité d'eau et d'électricité. Nous demandions que les petits artisans qui ont perdu leur travail, les petits mamans qui ne vont plus vendre, qu'est-ce qu'il faut faire si on leur alloue pas des petites aides? Dieu merci, quand le président est revenu, le président du Conseil des ministres, nous avons maintenant appris qu'il y aurait la gratuité d'eau et d'électricité. Alors, donc nous n'étions pas irresponsables. Mais ces mesures de solidarité, la vraie solidarité, il faut qu'elle se manifeste encore. La route est encore longue, l'épidémie n'est pas encore vaincue et nos personnels, nos médecins, tous ceux qui travaillent, le personnel soignant, ils ont besoin des moyens et il faut encore plus de tests pour dépister les malades. Il nous faut des respirateurs, il nous faut des beaux plateaux et donc il nous faut des moyens. Des ressources importantes pour nous acquérir tous ces matériels-là. Il y a un compte qui a été ouvert, qui a été approvisionné par le transfert du budget de l'État. Et puis il y a des aides, je vois, c'est très bien. L'Assemblée nationale, le Sénat, les sociétés privées, les personnes de bonne volonté, c'est très bien, tout ça il faut encourager. Mais je pense qu'il faut maintenant qu'on touche aussi à des personnels qui jusqu'ici n'ont peut-être pas fait grand-chose. Et de qui je parle? En premier, le président de la République. Je pense qu'il faut qu'il y ait un geste, même symbolique, du président de la République. Son collègue du Mali, pas pour faire comme les autres, pas pour faire du mimétisme, mais c'est quelquefois bon d'imiter ce qui se passe ailleurs. Le président du Mali s'est délesté de 3 mois de son salaire. 3 mois de son salaire. J'imagine bien que le président de la République peut aussi le faire. 3 mois du salaire du président de la République, symboliquement, qu'il mettrait à la disposition de la commission de coordination pour renflouer le budget de toutes ces opérations. 3 mois. Je sais que le président, il ne vit pas de son salaire. Ça, tout le monde le sait. Le président, il a un salaire, c'est vrai, mais le président, il est pris en charge par l'État. C'est tous les présidents au monde. Et donc, il n'en souffrirait pas réellement. Bon. Mais ce n'est pas seulement le président de la République. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre peuvent également apporter 75% pendant 3 mois de leur salaire. 75% de leur salaire. Et aussi, ils ont des frais particuliers, ils ont des hôtels de fonction, ils peuvent vivre, même avec cette ponction sur leur salaire. Ce n'est pas tout. Les ministres, les chefs de l'opposition que je suis, les députés, eux aussi ont 50% de leurs indemnités, de leurs émoluments. Je m'arrête là. Je vous assure, même si on dit, mais ça apportera quoi? Si, symboliquement, et pour le Congolais moyen qui écoute, je pense que ce serait, pour nous, la classe politique, un point qu'on aurait marqué, qu'on aura marqué plus tôt. Et voilà ce que je propose comme mesure de solidarité pour que la solidarité s'étende à ceux qui ont quand même des revenus importants. Je sais de quoi je parle, ils ont des revenus importants. Et si je prends le président de la République, 3 mois se délai de son salaire. Si le Premier ministre, le président... C'est la LCDE. Oui, oui. Tu as coupé? Oui. Ça va couper? Laisse le fichier passer. Vous reprenez juste l'idée et puis... Je dis, il faut que la solidarité s'étende à d'autres catégories de Congolais qui, tout le monde le sait, disposent de revenus importants. En premier, le président de la République. Je propose que le président de la République apporte pendant 3 mois la totalité de son salaire de chef de l'État. Mais ce n'est pas lui seul. Que le Premier ministre, que le président du Sénat, que le président de l'Assemblée nationale, eux apportent 75% de leur salaire. Et nous connaissons leurs émoluments. Que les ministres, que le chef de l'opposition que je suis, que les députés, eux, apportent 50% de leurs émoluments. Je pense que ça serait un acte suffisamment fort. Parce qu'il faut bien approvisionner ce compte et nous n'allons pas compter que sur
les contributions des sociétés privées, des personnalités, mais la classe politique, alors elle fait quoi? La classe politique, à commencer par le premier d'entre nous, c'est le président de la République. Voilà ce que je propose comme mesure de solidarité. Et il faut que les mesures qui ont été prises, que ça soit matérialisé. Il y a un moment qui ne peut plus vendre. Il n'y aura plus que 3 jours de marché. Mais les 4 jours, elle fait quoi? Elle vivra de quoi? Je m'arrête là. Et donc, il faudrait que là aussi, on regarde comment aider cette maman qui est privée justement de son travail quotidien, qui lui permettait de vivre, de faire vivre sa petite famille, d'envoyer ses enfants à l'école, etc., etc. Donc là aussi, et tous ceux qui sont en train de perdre le travail. Vous voyez, ailleurs, j'ai écouté ce que le président du Gabon a pris comme mesure. Le Gabon n'est pas plus riche que nous, tout de même. Et pourquoi on ne ferait pas comme le Gabon, nous aussi? On dira, mais on ne va pas copier. Mais si, ce qui est bon, on peut copier. Ce qu'il a pris comme mesure en matière de transport urbain, en matière d'indemnité de chômage pour ceux qui perdent leur emploi, c'est extraordinaire. Et je pense que nous avons les moyens, nous aussi, de faire comme ça. Le président a parlé de 100 milliards de francs CFA pour pouvoir accompagner ce confinement et toute cette période de pandémie. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez la conviction que nous atteindrons les 100 milliards? C'est le président qui a parlé. Moi, je crois en la parole du président de la République. Il faut les 100 milliards. Mais je dis, les 100 milliards ne suffiront pas. Parce que la tâche est grande et la route est encore longue. Il y a beaucoup de choses manquent. Vous savez, l'état de dénuement dans lequel se trouvent nos hôpitaux, c'est simplement hallucinant. Et il faut que le président de la République, ça c'est le budget de l'État, les 100 milliards. Mais il faut qu'à titre personnel, il y ait cet acte du président de la République et de toute la classe politique. Les 100 milliards, c'est un chiffre, c'est vrai. Mais ailleurs, on a donné 2 fois, 4 fois plus. Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire a mis, ce que le Gabon a mis, c'est bien plus que 100 milliards que nous avons mis à ce compte-là de solidarité. Le FMI a pensé à alléger la dette de 25 pays à travers le monde, en enlevant, je veux dire, tout ce qui est service de la dette, ce qui ferait que ces pays-là aient de l'argent pour faire face au Covid-19, à la Covid-19 j'allais dire. Est-ce que vous pensez que le Congo peut être éligible à cette cagnotte du FMI? Bon. Si le Congo remplit toutes les conditions d'éligibilité, pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que nous ne remplissons pas les conditions d'éligibilité. Et je crains que nous ne soyons pas sur la liste des pays qui bénéficieront de cette générosité, entre guillemets. Et c'est pour ça que nous devons être un pays sérieux. Et j'ai écouté, sur les 25 pays qui ont été retenus pour l'aide d'urgence, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas capables d'appliquer. Depuis que nous avons conclu le programme avec le FMI, nous n'avons appliqué aucune mesure. On n'est pas très sérieux. Aucune mesure. On est toujours là en train de tourner en rond, Et voilà, même les décaissements qui étaient attendus ne sont pas arrivés. Et voilà l'image que nous donnons à l'extérieur. Et si nous interrogeons les agences de notation, vous verrez encore que la note du Congo a cruellement baissé. Donc il faut qu'on présente cette image d'un pays sérieux, d'un pays qui gère au mieux ses ressources, parce que ces pays savent ce que nous avons. Ils connaissent notre PIB, ils connaissent notre richesse. Et donc c'est aussi en raison de cela qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas au Congo. Ce n'est pas qu'on soit contre le Congo, mais j'estime que le Congo a des moyens pour faire face à ses obligations. Si le FMI tourne, pour ainsi dire, le dos au Congo, est-ce que vous pensez que la Banque africaine de développement pourrait faire pareil? Je crains qu'il y ait comme un effet domino. Un effet domino. C'est pour ça qu'il faut que le programme, parce que tout ceci est conditionné à la réussite du programme avec le Fonds monétaire international, la BAD, la Banque mondiale, tous ceux qui ont promis donner de l'argent au Congo, mais tout ceci est conditionné par, par notre respect budgétaire, notre discipline budgétaire plutôt, et puis par le succès de programmes que nous avons conclus avec le Fonds monétaire international. Nous nous sommes battus pour obtenir ce programme. Il est là, il faut l'appliquer. Évidemment, dans les conditions actuelles. Et ça, je pense qu'il est même suspendu, sans le dire. Il est de facto, il est suspendu. Mais avant qu'il ne soit suspendu, quels sont les efforts que nous avons entrepris? Presque nuls, presque nuls. Nous attendons, après, quand nous pensons que nous gagnerons cette guerre
contre ce virus, et qu'après les choses reviendront à la normale, et que nous allons retrouver le programme avec le FMI, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Il n'y en a pas d'autre. Et dans ce climat d'incertitude, le Congo a relancé ses opérations du RGPA, le recensement général pour la population et l'habitation. Nous savons que la pandémie est là. Est-ce que vous pensez que c'était le moment propice pour relancer ces opérations? C'est incompréhensible, franchement, c'est incompréhensible. J'ai écouté Madame la ministre parler hier, tout le respect que je lui dois. Elle n'est pas allée au fond des choses. Je peux me dire qu'elle n'a pas dit la vérité aux Congolais. Écoutez, c'est quand même le président de la République, dans sa déclaration, qui suspend toutes les activités dans le pays, sur l'ensemble du territoire, tout. 2 jours après, le ministre de la Communication, Thierry Mungala, est venu nous donner les détails de ce qui était nécessaire, de ce qui était urgent. Et dans la liste, sur la liste de ce qui était urgent, il n'y a pas de recensement. Bien sûr qu'il n'y a pas de recensement. Il n'y a aucune urgence, le recensement. Il n'y a aucune urgence. Et 2 semaines après, ou 1 semaine et demie après, voilà qu'on nous relance le recensement général de la population et de l'habitation. Pour quelles raisons? Je ne comprends pas. Alors je l'ai écouté hier avec beaucoup d'intérêt. D'abord, il dit, c'est capital, il faut que nous continuions. Nous risquons de perdre tout le crédit que nous avons auprès des institutions habilitées, notamment le FUNIAP, etc. Non. Si j'étais la journaliste à côté qui posait des questions, mais j'allais simplement rappeler. Mais de 1997, l'année où le président de la République, le président Sassou est revenu au pouvoir, de 1997 jusqu'à 2007, leur premier recensement, il s'est écoulé 10 ans. Ils n'ont pas fait de recensement de la population. Le pays s'est servi de quoi? Du recensement de 1984, le tout premier d'ailleurs dans l'autre histoire. Parce qu'ils n'ont pas voulu valider le recensement que le gouvernement Pascal Lissouba avait déjà réalisé. Les données étaient là, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont annulé. Et donc de 80, écoutez-moi bien, de 97 jusqu'à 2007, ils n'ont pas fait de recensement sur la population. Bon, bien sûr, les statisticiens vous diront, mais nous avons, à partir des données de 84, nous avons appliqué le calcul mathématique pour trouver, avec le taux d'accroissement naturel et la population de 1984, nous avons estimé la population. Mais ce ne sont que des estimations, ce n'est pas le réel. Autrement dit, ils n'ont pas fait cette opération, alors qu'ils avaient et le temps, et les ressources, et les cas disponibles. Ils ne l'ont pas fait. Bien. Le recensement de 2017 réalisé, il a 10 ans, il a vécu 10 ans. Donc en 2017, ils n'ont pas fait. 2017, ils ont les ressources, ils ont le temps, il y avait quelle raison de ne pas le faire dans la plus grande sérénité, la plus grande tranquillité? Ils ne l'ont pas fait. Et donc s'ils avaient commencé en 2017, comme cela est prescrit, je crois que nous aurons déjà terminé le recensement de la population avant qu'on arrive justement cette épidémie, cette pandémie qui a tout arrêté. Alors, madame devait nous dire, si nous perdons ces 3 mois, ben, nous risquons de tout perdre. Mais ils avaient déjà perdu pendant près de 23 ans. Pendant près de 23 ans, qu'est-ce qu'elle dit aux Congolais? Mais pendant 23 ans, on n'a pas été sanctionné. Mais nous avons vécu comme ça, vaille que vaille, avec des statistiques fausses, de simples estimations, parce que nous n'avions pas le réel. C'est nous qui avons demandé le recensement général de la population, mais parce que c'est un outil important. Ça permet justement de prendre les bonnes décisions, comme elle l'a dit, c'est vrai, des bonnes décisions. C'est une banque de données pour nos politiques publiques, et ça nous manque cruellement. Mais aussi, ce qu'elle n'a pas dit, ça permet aussi d'avoir un corps électoral, puisque le recensement électoral, le corps électoral, il faut qu'il soit adossé, nous l'avons déjà dit, adossé sur le recensement général de la population. Il faut qu'on connaisse la population dans la Likwana, la population dans la cuvette ouest, la population dans la Sanga, etc., etc. Et la vraie, ce n'est pas celle qu'on invente. Et à partir de là, le recensement électoral ne pourra pas être démenti à partir du moment où nous aurons les chiffres réels de la population du Congo. Nous aurons la population par sexe,
la population par âge. Nous aurons toutes les statistiques. Et donc, même la contestation, puisque l'opposition, il paraît, nous aimons la contestation, mais dès que nous avons ces données, il n'y a plus de contestation, puisque c'est fait techniquement. Et avec le crédit qu'apporte le FNIAP, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est pour ça que je dis, mais il faut que le président, alors, puisque c'est lui qui a décrété l'état d'urgence, c'est lui qui doit nous dire, c'est sa prochaine intervention, qu'il dise, bon, maintenant, sur tout ce qui avait été décidé, à partir d'aujourd'hui, telle activité, nous avons fait le point qu'il n'y a plus de dangerosité, cette épidémie. Il n'y a pas le risque zéro. Hein. Je l'ai entendu dire, ces agents recenseurs sont protégés. Ils ont les bavettes, ils ont des gants, ils peuvent parler, mais il n'y a pas le risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et donc voilà le gouvernement lui-même qui met en danger sa population et qu'il est censé protéger. En nous disant qu'il n'y a aucun risque, absolument aucun risque, ces agents recenseurs peuvent aller dans nos maisons, mais ceux qui nous ont dit, restez chez vous, ne recevez personne. Restez chez vous. C'est ceux qui passent tout le temps à la télé. Mais restez chez vous. Eux, ces agents recenseurs, ils devaient rester chez eux. Et ils n'ont pas pavané dans la rue. Donc ce sont des contaminants potentiels. Alors, pourquoi? Mais l'enjeu est ailleurs, c'est qu'elle n'a pas dit. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir cette banque de données, de disposer des éléments cartographiques. Non, les enjeux sont ailleurs. Les enjeux, c'est qu'on a déjà la tête en 2021, l'élection présidentielle. Donc plus nous retardons, plus devient hypothétique l'élection présidentielle de 2021. Ils en sont là. Un pouvoir sérieux peut-il vraiment mettre au-dessus au-dessus des contingences l'élection présidentielle aujourd'hui? L'élection présidentielle 2021, qu'elle ait lieu à date échue, constitutionnelle, ou qu'elle n'ait pas lieu, et donc au détriment de la santé de la population. Voilà l'enjeu, en fait, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Êtes-vous en train de dire que tout est calculé pour 2021 en ce qui concerne le pouvoir en place? Pardon? Êtes-vous en train de dire que tout est déjà calculé pour 2021 en ce qui concerne le pouvoir en place? Mais je ne sais pas du tout, parce qu'ils tiennent absolument, certainement. Ils tiennent peut-être à faire cette élection présidentielle 2021, mais dans les conditions qui ne seront pas les meilleures. Dans les conditions qui ne seront pas les meilleures. C'est pour ça que nous avons proposé, je reviens sur ce que nous avons dit, et devant vous-même, il n'y a pas un péril. Si l'élection n'a pas lieu en mars 2021, il n'y a pas un péril. Ce sont les Congolais. Nous nous retrouverons pour constater qu'il y a l'impossibilité de faire l'élection présidentielle et nous trouverons la solution idoine qui convient pour nous, les Congolais. La France a reporté le deuxième tour des municipales. Il y a eu un entêtement. D'abord, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'il fallait organiser les élections municipales? Il n'y a eu que 34% du taux de participation. Et puis, les experts et tout le monde, au deuxième tour, ils ont dit non, on ne peut pas. Ils sont arrêtés. Et voyez-vous? Et pourquoi nous, on ne pourrait pas reporter cette élection? C'est telle est finalement leur idée qui les oblige à ne pas considérer ce que nous paraît essentiel, c'est-à-dire la santé des Congolais. C'est votre point de vue, Président. Une dernière question. Les agents recenseurs sont en train de passer partout. S'ils passent chez vous, vous allez vous faire recenser? Recenser? Moi, je ne les ai même pas vus. Et s'ils passaient par chez vous? Oh, je crois qu'ils passeront. Non, je crois qu'ils passeront pas. Pourquoi? Oh, je crois qu'ils passeront pas. Non, mais parce que je lui dirais, mais restez chez vous. Moi, on m'a dit qu'on ne recevait personne. C'est pas que je ne veuille pas me faire recenser. C'est nous qui avons demandé ce recensement. Nous l'avons exigé, ce recensement. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a exigé, c'est nous qui avons demandé. Il n'y a pas de raison que nous refusions. Mais dans les conditions actuelles, ce n'est pas normal d'accepter. Et je dirais respectueusement à ces jeunes gens, non, attendez le bon moment. Moi, on m'a dit de ne pas recevoir les gens et moi-même, je ne sors pas. Et vous ne pouvez pas venir chez moi puisque vous devez être chez vous. Pourquoi vous êtes dehors? Vous ne respectez pas les prescrits du président de la République. Et ne me mettez pas moi aussi dans la faute. C'est tout ce que je leur dirais et je respecterai. Merci beaucoup, Président Tchatima Biala, pour cet accueil et puis merci pour avoir accepté de répondre à nos questions.